Bienvenue sous l'arbre à palabres, là où les blessures se racontent, où les silences deviennent voix et où chaque histoire laisse une trace dans l'âme. Écoute, le cœur comprend toujours avant la raison. Ils disparaissaient, un à un, comme happés par une malédiction ancestrale dont personne n'osait parler à voix haute. Sous le ciel écrasé de chaleur, dans la cour d'une concession noyée de silence, Syrah, jeune mère au regard fatigué, tentait d'allumer un petit feu pour préparer le déjeuner. Ses deux enfants, Lazi et Ghana, riaient, se poursuivant autour d'elle. Leurs éclats de voix réchauffaient l'air. Mais soudain, un silence oppressant s'abattit sur le lieu. Lazi, l'aîné, s'immobilisa brusquement. Ses yeux s'agrandirent, roulèrent en arrière, puis son corps se mit à courir à reculons, tiré par une force invisible. Les villageois qui observaient la scène en furent pétrifiés. Ses pieds martelaient le sol dans une danse effrayante, incohérente comme possédée. Syrah hurla, déchirant l'atmosphère figée. « Lazi, mon fils, arrête! Aidez-moi, attrapez-le !» Le soleil s'effaçait à l'horizon lorsque Sono fit son retour au village. Après plusieurs années d'études passées dans la grande ville, il revenait seul sur cette terre rude marquée par la disparition de ses parents peu avant la fin de son parcours scolaire. Son visage était durci par l'expérience, mais une flamme brillait encore, dans ses yeux, celle des hommes déterminés à changer leur destin. Les enfants interrompirent leur jeu pour le regarder passer, fascinés par cet homme que la ville avait avalé puis recraché. « Tu es revenu pour mourir ici ?» lança le vieux Dagbo, appuyé sur sa canne, les yeux plissés. « Non », répondit Sono, avec un calme assuré. « Je suis revenu pour construire. » Il avança vers la case familiale, en poussa la vieille porte grinçante. Un souffle de poussière s'éleva, comme si les murs eux-mêmes se souvenaient. Chaque nuit, il s'endormait en pensant à ses parents penchés sur les mêmes terres qu'il tentait aujourd'hui de faire renaître. Il défrichait, traçait, semait, convaincu qu'il transformerait ce sol ingrat en terre d'abondance. Les villageois l'observaient de loin, mi-fascinés, mi-dubitatifs. Pourquoi un intellectuel reviendrait-il creuser la terre ? Un jour, il rencontra Syrah, orpheline, illettrée et discrète, dont les parents avaient péri dans un incendie alors qu'elle n'avait que 12 ans. Leur union, célébrée sans faste mais avec espoir, unit deux solitudes dans un village où les murmures ne s'éteignaient jamais. Ensemble, ils transformaient chaque aube en promesse. Syrah, bien que sans instruction, connaissait la terre mieux que quiconque. Elle savait comment la retourner pour qu'elle respire. Sono, lui, gérait les comptes, écrivait aux coopératives, négociait avec rigueur. À deux, ils bâtirent le plus grand champ de cacao du village, dont la réputation dépassa bientôt les frontières de la région. Il fallut 4 longues années avant de voir poindre les premières cabosses. Pendant ce temps, ils travaillaient avec patience et foi. Et lorsque la récolte arriva, elle surpassa toutes les attentes. Les camions faisaient désormais la queue pour emporter les sacs de cacao jusqu'à leur portail. Lazi et Ghana grandissaient entre les parfums sucrés des cabosses fendues, dans une maison qui, autrefois simple case en terre, s'était agrandie, renforcée, embellie. 8 ans de paix, de travail, d'amour. Mais là où la prospérité s'élève, la jalousie rôde. Un matin, voilée par la brume, une silhouette féminine descendit lentement le sentier du marché. Elle s'appelait Abena, venait d'un village voisin, savait écrire son nom et aligner quelques phrases, assez pour impressionner dans un monde où l'analphabétisme dominait. Le vieux marchand Somba fut le premier à l'aborder. « Tu viens d'où » demanda-t-il, prudent. Abena épousta ses vêtements, esquissa un sourire. « Je cherche un endroit où recommencer. » Un après-midi, alors qu'il travaillait dans son champ, Sono aperçut Abena. Elle se tenait droite au milieu de ses plantations, sûre d'elle-même, son regard brillant d'une assurance rare. « Tu cherches quelque chose » lança-t-il, méfiant. Elle s'approcha sans crainte. « Je voulais aller à la rivière, mais je me suis perdue. » Il lui indiqua le chemin. Elle sourit, osa l'appeler par son nom et le complimenta sur ses terres. Il fut désarmé. Depuis ce jour, elle trouvait toujours un prétexte pour revenir. Une question, un conseil, un mot flatteur. Elle parlait bien, savait le séduire, lui rappeler qu'il était un homme cultivé, à part. Très vite, la rumeur prit feu.
On les avait vus discuter, rire ensemble. Les femmes du village murmuraient déjà. Un soir, Syrah inquiète interrogea Sono. « Tu la connais ?»« Non, » mentit-il, en fouillant son regard. Mais quelques jours plus tard, elle les surprit, leurs silhouettes trop proches, leurs rires trop complices. « Sono » appela-t-elle d'une voix tremblante. Il se retourna, sec. « Rentre à la maison. » Le soir même, il rentra plus tard que jamais, laissa Syrah seule, ignorée. Puis il ne s'est caché plus, on les voyait ensemble, partout. Jusqu'à ce jour où Abena se présenta devant la cour. « Je suis sa femme maintenant, tu devrais partir avant qu'il ne soit trop tard. » Syrah, figée, ne put répondre. Ce soir-là, elle se réfugia dans sa chambre avec ses 2 fils. Quelques nuits plus tard, tout bascula. Sono entra, suivi d'Abena. Il hurla « Lève-toi !» Syrah suppliait, il la saisit violemment, la jeta au sol. Abena s'installa sur le lit, sourire cruel. « Tiens la lampe, Abena n'aime pas l'obscurité quand elle fait l'amour. » Et Syrah, la main tremblante, dut éclairer la scène, le cœur déchiré. Lorsque tout fut fini, Abena lui souffla. « Souviens-toi, ce n'est que le début. » Et pourtant, au plus profond de l'humiliation, une lueur ne s'éteignit pas, car les ténèbres les plus épaisses annoncent parfois la naissance de la lumière. Ce que l'on inflige à une femme sans défense, la vie finit toujours par le rendre, d'une façon ou d'une autre. « Si tu veux vraiment m'avoir tout entière, murmura Abena, sa voix glissant dans l'ombre comme un serpent. « Alors il te faut briser les chaînes qui t'attachent encore. Elles sont là, invisibles, mais elles t'enferment. Elles te lient à elles, à eux. » Sono sentit son cœur ralentir. Il balbutia, la gorge serrée entre l'effroi et un désir trouble. « Que veux-tu dire ?» Abena se pencha vers lui, ses yeux sombres illuminés par une étrange lueur rouge. « Képhil, ce sont eux qui lient ta femme à toi. Tant qu'ils respireront, elle aura une emprise. Tu ne seras jamais vraiment à moi. » Sono resta figé, bouleversé, le silence entre eux plus épais que la nuit. Mais Abena poursuivit, son ton plus doux, plus insistant, comme une lame caressant la peau. « Donne ton accord pour leur offrande, et tu m'auras, entièrement. Je bâtirai à tes côtés un empire plus vaste que tu ne l'as rêvé. » Il ferma les yeux, tourmenté, puis les rouvrit sans force. « Tu dois choisir son. Montre-moi que tu es un homme. Montre-moi que tu peux tout sacrifier pour notre avenir. » « Mais comment cela serait-il possible ?» demanda-t-il effaré. « Laisse-moi faire, » répondit-elle simplement. « Dis seulement oui. » Un long souffle sortit de ses lèvres. « D'accord, si cela doit nous unir pour toujours, alors je suis d'accord. » Un matin paisible, dans la cour de leur concession, Syrah s'affairait à allumer le feu pour préparer le déjeuner. Ghana et Lazi, âgés de 7 et 5 ans, jouaient près d'elle, riant à gorge déployée, l'innocence peinte sur leur visage. Mais un silence étrange, pesant, descendit brusquement sur la cour, comme si l'air lui-même s'était figé. Lazi, l'aîné, cessa de rire. Il leva la tête, les yeux soudain écarquillés, hypnotisés par quelque chose que personne d'autre ne voyait. Sa respiration devint saccadée, sa nuque se raidit et ses yeux roulaient dans leurs orbites. Soudain, comme tiré par une force invisible, son corps se mit à courir à reculons. Son frère Ghana poussa un cri de panique. Syrah, terrifiée, se précipita vers lui. « Lazi, mon fils !» hurla-t-elle. Mais il ne semblait plus l'entendre. Ses yeux étaient révulsés, ses bras secoués de spasmes. Il zigzaguait dans la poussière, ses pieds bondissant à l'envers, frappant le sol avec une violence inhumaine. « Sono, où es-tu » hurla-t-elle encore, la voix étranglée. Aucun signe de son mari. Les voisins, alertés par les cris, accoururent, mais leur visage se glaça d'horreur en voyant l'enfant courir à reculons, comme s'il était tiré par un démon. Certains hommes tentèrent de l'intercepter, mais chaque fois qu'ils approchaient, Lazi déviait brusquement, poussé par une force surnaturelle. « Arrêtez-le, il va se tuer !» cria un ancien. Mais Lazi continua, la bouche entr'ouverte, comme s'il hurlait sans produire aucun son. Il traversa la place centrale du village, les villageois figés, impuissants. Puis soudain, il s'effondra raide au milieu de la poussière. Syrah se jeta à genoux, le saisit contre elle, secoua son petit corps déjà sans vie. « Lazi, réveille-toi! Par pitié, réveille-toi !» sanglotait-elle, ses mains tremblant. Le silence se fit total.
Un vieillard s'approcha lentement, posa une main lourde sur son épaule. « Il est parti, mon enfant, que le ciel nous protège. » La nuit tomba sur la concession, étouffante et lugubre. Le corps de Lasie fut enveloppé dans un pagne blanc. Toute la soirée, les anciens chantaient des complaintes funèbres autour du feu. Mais les yeux de Syrah étaient secs. Elle avait déjà pleuré tout ce qu'une mère pouvait pleurer. Elle se coucha tard, tenant son petit Ghana contre elle, comme un dernier lien à la vie. Quand le coq chanta aux deux, Syrah entr'ouvrit les yeux. Elle tourna la tête, caressa doucement la joue de son fils. Froide. « Ghana » murmura-t-elle. Elle le secoua doucement. « Réveille-toi, il fait jour, mon fils !» Rien. Elle le secoua plus fort. « Ghana !» Toujours rien. Son petit corps restait figé, immobile, silencieux, les paupières closes, les bras relâchés. Mais son corps, déjà rigide, portait la marque glacée d'un second deuil. Un cri, né dans ses entrailles, s'échappa de sa gorge. Il fendit le ciel, comme un éclair, fit trembler les murs, réveilla les maisons voisines. Des voisins coururent, certains tombèrent à genoux à la porte, d'autres se signèrent, les yeux remplis d'horreur. 2 morts, 2 petits corps froids, en 2 jours. Et dans la case voisine, derrière un rideau à peine entrouvert, Sono restait assis, les coudes sur les genoux, le regard vide. Abena, adossé contre lui, souriait dans l'ombre. Le malheur ne frappait plus. Il s'abattait, fort, trop vite, trop profondément, comme s'il n'y avait plus de barrière entre le monde des vivants et celui des ténèbres. Ce n'est pas normal, ce n'est pas une maladie, c'est... balbutia une vieille femme du village, ses yeux dilatés par la peur, la bouche tremblante, le regard fou. Et soudain, tout le village fut saisi par une terreur indicible. Au milieu de cette stupeur collective, Syrah restait figée, tenant contre elle le petit corps froid de Ghana, les yeux perdus dans le vide, comme si son esprit s'était brisé et s'était retiré, loin, très loin. Autour d'elle, le monde avait cessé d'exister. Et dans ce silence, même le vent n'osait plus souffler. 3 jours passèrent depuis la mort de son cadet. 3 jours sans un mot. 3 jours où la concession sembla figée dans le temps. Le feu dans la cour s'était éteint, la case était restée ouverte et Syrah n'avait pas bougé. On aurait dit une statue, une veuve sans larmes, une mère que le deuil avait fossilisée. Puis, quand le soleil atteignit son zénith, Sono revint enfin. Il marchait lentement, comme lesté par des chaînes invisibles, le visage fermé. Il évitait tous les regards qui, depuis les cases voisines, le suivaient en silence. Il franchit le seuil de la concession, hésita, puis s'immobilisa sans oser lever les yeux vers elle. Syrah le regarda longuement, en silence, et se leva enfin. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, n'était plus celle de la femme docile et soumise qu'il avait toujours connue. « Où étais-tu, Sono ?» demanda-t-elle d'un ton calme mais tranchant. Il resta figé, les yeux rivés au sol. Elle avança d'un pas, les poings serrés. « Réponds-moi » hurla-t-elle soudain, brisant le silence lourd de la concession. « Nos enfants sont morts, 2 en 2 jours, et toi tu disparais ? Dis-leur à tous ce que tu as fait. » Sono leva enfin les yeux. Ils étaient rouges, perdus, comme s'ils sortaient d'un cauchemar sans fin. « Syrah, ne prononce pas mon nom !» le coupa-t-elle avec une fureur glaciale. « Tu n'es plus le même depuis qu'elle est arrivée. Abena, oui, je le dis haut et fort, elle t'a changé, elle t'a pris. » Le silence retomba, encore plus lourd qu'avant. Sono tremblait, incapable d'ouvrir la bouche. Ses lèvres bougeaient mais aucun son n'en sortait. Alors Syrah entra dans la case, prit un petit sac, y glissa quelques vêtements et murmura d'une voix claire, résolue « Je ne mourrai pas ici. » Elle sortit sans un regard en arrière. Le village la vit passer, certains l'admirant en silence, d'autres baissant les yeux, pleins de honte ou de peur. Et derrière elle, Sono ne bougea pas. Il resta là, figé dans un silence éternel, incapable de la retenir. À la lisière du village, Syrah s'arrêta un instant, inspira profondément. Sur sa peau, elle sentit le souffle d'un avenir inconnu,
Mais elle se fit la promesse de survivre, de se reconstruire, loin de cette terre où ses fils étaient morts, loin du poison qui avait tué son amour. Quelques mois après son départ, Abena avait pris sa place dans la concession. Elle se sentait victorieuse, intouchable, sûre de sa domination sur Sono, qui n'était plus que l'ombre de lui-même. Un soir, alors qu'elle descendait vers le marché, 2 hommes surgirent sur le chemin, couverts de poussière, visiblement de retour d'un long voyage. Ils s'arrêtèrent net en la voyant. Le premier ouvrit la bouche, choqué. « Toi, ici, tu n'as pas ta place ici !» Abena sentit son cœur rater un battement. Le second pointa un doigt accusateur. « Nous venons de ton village. Nous savons qui tu es vraiment. Nous allons voir le chef immédiatement. Tes jours ici sont comptés. » Ils la dépassèrent sans un mot de plus. Abena resta seule, debout, en milieu du chemin, haletante. Elle comprit que tout allait écrouler, que si ces 2 hommes parlaient, le village se retournerait contre elle. Alors elle pensa à son passé, aux cris, à la honte, à l'exil. Des années plus tôt, dans son village natal, on l'avait traitée de sorcière. Une après-midi, les femmes avaient tambouriné à sa porte. « Sorcière, sors de là !» Affolée, elle avait ouvert. Elle l'avait arrachée de sa case, forcée à marcher jusqu'à la grande cour royale, sous les hurlements d'une foule en furie. Le roi la regarda longuement, avant de déclarer « Tu es accusée d'avoir tué les enfants du village par envoûtement. »« Non, je vous en prie, c'est faux !» avait-elle hurlé en sanglots. Mais le roi avait hoché sa tête lentement. « Tu es bannie, quitte ce village. » Elle était partie ce jour-là, humiliée, détruite et remplie d'une haine silencieuse. Sur le chemin du retour, en voyant les 2 hommes s'éloigner, Abena comprit qu'elle devait fuir. Maintenant, elle courut jusqu'à la concession, jeta quelques vêtements et amulettes dans un sac, et sans dire un mot à personne, elle quitta le village. Sono n'y était pas. Elle ne lui laissa rien, pas même une explication. Elle disparut dans la nuit, comme un mauvais rêve. 2 ans passèrent. 2 ans depuis que Sira avait fui. Dans un village lointain, elle s'était reconstruite. Lentement. Chaque jour, elle travaillait la terre comme journalière, donnait ses mains pour récolter le mil et le riz. Chaque nuit, elle priait en silence, non pas pour oublier, mais pour ne pas sombrer. Un jour, qu'elle pilait du mil à l'ombre d'un tamarinier, un marchand ambulant s'arrêta. Il la dévisa longuement. « Tu es bien Sira, la femme de... Sono ?» Elle acquiesça doucement, la gorge serrée. « Tu n'as pas entendu ? Il est mort, il y a quelques semaines. On l'a trouvé sans vie, seul dans la case. On dit qu'il appelait ses enfants dans son sommeil. » Elle baissa les yeux. « Et Abena ?» murmura-t-elle, disparut, juste avant sa mort. Sira ne répondit rien. Une larme unique coula le long de sa joue. Puis, sans un mot, elle reprit son pilon. Dans le rythme sourd du bois contre le grain, elle trouva une paix étrange, une justice silencieuse. Car le mal rôde, toujours. Il cherche un cœur faible à pénétrer. Mais même l'amour, même la foi, même la famille ne suffisent pas sans une force spirituelle ancrée pour résister. Le vrai combat n'est pas seulement contre ce que l'on voit, mais contre ce qui se glisse en silence. Et parfois choisir de partir, c'est choisir de survivre. Merci d'avoir écouté cette histoire sous l'arbre à palabres. Si elle a touché ton cœur, partage-la. Car une parole transmise est une mémoire qui continue de vivre. Abonne-toi, laisse un j'aime et retrouve-nous bientôt pour une autre histoire, un autre murmure sous l'arbre à palabres.